En France, cette idée que le cannabis puisse être un médicament qu'on pourrait par exemple acheter ici dans une pharmacie, eh bien ça fait sourire tout le monde. Chez nous, le cannabis c'est une drogue, et c'est une drogue dangereuse. Alors pourquoi certains pays s'en servent-ils pour soigner les malades? Qui a tort et qui a raison? Eh bien vous allez le voir, la réponse n'est pas évidente, car le cannabis c'est vraiment une plante à deux visages. Le reportage est signé Laurence Beauvillard et Frédéric Bonne. C'est une plante aux noms multiples, chanvre, marijuana, ganja. Il en existe 800 variétés de par le monde, mais pour les botanistes, il n'y a qu'une seule espèce, Cannabis sativa. Avec les fibres de sa tige, l'homme a pu fabriquer du tissu, de la corde ou du papier. La première Bible de Gutenberg a été ainsi imprimée avec du chanvre. Il a été cultivé dans toute la France. À Marseille, la Canebière lui doit son nom, car à cet endroit se trouvait une ancienne plantation de chanvre. Mais le cannabis est aussi l'une des plus anciennes plantes médicinales connues. Les Chinois l'utilisaient déjà comme drogue il y a près de 5000 ans. Ses principes actifs sont concentrés dans les feuilles et surtout dans les fleurs ou sommités florales. Ce sont elles que l'on fume quand on parle d'herbe. Si l'on secoue les fleurs de cannabis, on peut récolter leur pollen. Compressé, cela donne une sorte de résine. On parle alors de hashish ou de chichon. Il faut plusieurs dizaines de kilos de cannabis pour produire 1 kilo de hashish. Le cannabis est aujourd'hui la drogue la plus consommée au monde. En France, la moitié des jeunes de 17 ans l'ont déjà testé. On la retrouve dans tous les milieux. Nous avons demandé à 3 jeunes comédiens de reproduire des attitudes observées lors d'une soirée où l'on fume du cannabis. Elle est bonne. T'as vu? Tirer un joint, c'est sympa, cool, agréable. Et c'est normal. Le principal constituant actif du cannabis, le THC, provoque dans le cerveau la sécrétion d'une substance, la dopamine. La dopamine agit sur le circuit du plaisir et de la satisfaction. L'absorption du cannabis peut donc déclencher une sensation de bien-être et de relaxation. De quoi avoir envie de recommencer. Quelques bouffées plus tard, l'ambiance est planante. On a faim, on a soif. Ça donne soif. Et les yeux rouges. Tout dépend bien sûr de la qualité et de la quantité fumée. Mais tous les organismes ne réagissent pas de la même façon au cannabis. Chez une minorité, ces effets peuvent prendre une dimension inquiétante. Tout est amplifié, déformé. On peut même prendre peur et ressentir des angoisses. De quoi alerter les parents et les autorités de santé publique. Brigitte a un problème avec la drogue. Pourtant, elle n'en consomme pas. C'est sa fille, Marion, qui fume du cannabis. Elle s'isole. Elle rate ses examens. Alors Brigitte a décidé de demander de l'aide. Grâce à elle, Marion va s'en sortir. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. À Drogue Info Service, le cannabis génère une centaine d'appels par jour. J'ai 20 ans et je suis dépendante du cannabis depuis mes 14 ans. Oui. Et j'arrive plus à suivre. J'ai un travail, j'arrive plus à me lever, j'arrive plus à avancer. Parce que votre consommation, elle a lieu
À quel moment c'est dans la journée? Ici, on écoute et on oriente vers les services de soins comme celui de Philippe Battel, un spécialiste des addictions. Selon lui, 5 consommateurs sur 100 deviendront dépendants au cannabis. Il y a une dépendance psychique évidente, et c'est probablement la plus puissante avec ce produit, c'est le fait d'avoir mis en place ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des croyances. C'est-à-dire l'idée que je ne peux pas faire ça sans avoir fumé. Je ne peux pas faire la fête sans avoir fumé, je ne peux pas faire l'amour sans fumer, je ne peux pas passer un samedi soir sans fumer, et finalement, même si je programme de fumer peu, je fume plus que ce que je devais fumer. Et puis il y a une dépendance qui est comportementale, qui fait que on est dans une situation comme un petit rat, comme ça, de laboratoire, qui a été formaté à un comportement. Et bien, quand on se retrouve dans une situation, par exemple, avec des copains, et bien, immédiatement, on roule un joint et on ne se pose pas de questions ni psychiques ni physiques de savoir si on en a envie ou besoin. Il n'y a jamais eu de mort par overdose de cannabis. Cependant, la prise de cette substance ne peut être considérée comme anodine, surtout chez des sujets fragiles psychiquement, avec des conséquences parfois dramatiques. Oui, on peut mourir d'une overdose de cannabis dans le sens que, sous l'effet du cannabis, on va avoir un trouble majeur du comportement qui est très souvent mu par une idée délirante qui arrive, un bad trip, et qu'on va essayer d'échapper, par exemple, à ce bad trip en passant par la fenêtre. On peut mourir d'une overdose de cannabis parce qu'en prenant beaucoup de cannabis, on va avoir des effets sédatifs, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'endormir, et on va prendre une autre drogue en même temps que le cannabis, comme par exemple beaucoup d'alcool, et on va avoir un coma tellement compliqué qu'on va en mourir. Donc c'est une drogue potentiellement dangereuse. En France, chaque année, 230 personnes en moyenne meurent d'un accident de la route attribuable à une consommation de cannabis. Voilà des raisons objectives pour en limiter l'usage. Mais cette plante ne doit pas être diabolisée. Elle peut aussi soulager bien des souffrances. De nombreux pays admettent l'usage du cannabis thérapeutique pour les propriétés suivantes. C'est un antidouleur, un antivomitif, un antispasmodique, un anti-inflammatoire et un vasodilatateur. Il peut être prescrit dans le cas de graves maladies comme le cancer, le sida, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, mais aussi pour traiter les glaucomes ou réduire les crises d'asthme. En France, c'est encore interdit, mais nos voisins européens sont plus tolérants. Nous voici en Suisse, à Crans-Montana, une station de ski de réputation internationale. Mais ce village de montagne doit aussi sa renommée à la qualité de ses cliniques, comme la clinique bernoise, un centre de référence européen pour la sclérose en plaques. Ici, le docteur Vanet soigne une partie de ses patients avec du cannabis. Il est prescrit sous forme de tisane, une petite infusion de cannabis avec un nuage de lait pour atténuer les douleurs. Historiquement, il y a une dizaine d'années, on sait que par exemple les sidéens qui ne mangent mal ou qui ont perdu l'appétit, ou bien les jeunes qui font une chimiothérapie, qui vomissent dans le cadre de la chimiothérapie, ça c'est des indications pour utiliser du cannabis qui sont connues depuis une dizaine, vingtaine d'années. Ce qui est nouveau, depuis peut-être 5-6 ans, on sait qu'on peut utiliser le cannabis pour alléger les spasmes, ça veut dire des contractions musculaires désagréables que surtout les patients qui ont une sclérose en plaques, mais aussi des gens qui sont paraplégiques, ressentent juste avant de s'endormir. On a déjà consommé sous forme de tisane et puis des biscuits. Ça m'a beaucoup aidé. Je prenais ça le soir et puis je dormais vraiment bien, quoi. J'ai beaucoup moins de spasticité. Et puis je suis convaincue qu'on pourra faire beaucoup de choses à l'avenir avec le cannabis pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Il y a un dosage vraiment spécial à faire et à trouver notre propre dosage. Faut pas qu'on voit les petits éléphants roses, quoi. Mais ça fait vraiment du bien, quoi. Michel a perdu l'usage de ses jambes à 20 ans à la suite d'un accident de la route. Depuis des années, il s'est converti au cannabis, le seul produit à même de soulager ses spasmes musculaires. Quand tu as ta douleur qui est permanente et que les médicaments n'ont pas les effets que tu attends,
tu vas chercher autre chose. Et personnellement, j'ai une passion pour les médecines parallèles et tout ce qui est parapsychologie. Et j'ai vu qu'avec le cannabis, je pouvais aller rencontrer ma douleur et au lieu de la combattre, essayer de danser avec elle, de marcher avec elle, plutôt que d'aller contre la douleur. En ce moment, Michel teste à la clinique du THC de synthèse. La molécule active du cannabis présentée sous forme de gouttes. Une fois par jour. Avec combien de gouttes? 10 gouttes. Et voilà ma ration, tous les soirs. Ça n'a pratiquement pas de goût. Et puis d'ici un instant, j'aurai des spasmes qui vont se calmer. Ça fait combien de temps jusqu'à ce que ça agit environ? Est-ce que vous prenez... peut-être demi-heure. Est-ce que vous pouvez un peu dire, si vous prenez vos 10 gouttes ou fumez un joint, quelle est la différence que vous ressentez? Un joint, après 2 heures, 2 heures et demie, c'est fini. Tandis que les gouttes, apparemment, l'effet est plus long. Ça tient, en théorie, 6 heures, on dit. Ah, voilà, c'est pour ça, ça vous couvre un peu la nuit, c'est ça l'idée. Voilà. Le problème, c'est que les gouttes coûtent 10 fois plus cher que les joints de cannabis. Alors pour le docteur Vanet, il n'y a pas à hésiter. Je pense au porte-monnaie des gens et le plus simple, c'est de cultiver la plante et de donner des sachets de chanvre et les gens se font des biscuits ou des tisanes ou inhalent la substance dans leur dosage qu'ils trouveront eux-mêmes. Pour un usage médical. Oui. Il faudrait refaire la phrase. Médicaments ou stupéfiants? Le cannabis est donc tout cela à la fois, un produit mi-ange, mi-démon. C'est en tout cas, selon les scientifiques, la moins dangereuse des drogues. 4 rapports ont classé les substances psychotropes selon leur dangerosité. Celui de l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS en 1971, le rapport Pelletier en 1978, le rapport Rock en 1998 et le rapport Note en 2010. Les experts ont comparé des drogues comme le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne à des drogues licites comme l'alcool ou le tabac. 3 critères ont été retenus, la dépendance physique, la dépendance psychique et la dangerosité sociale. Les conclusions sont identiques, le cannabis entraîne moins de dépendance et ses conséquences sociales sont moins dangereuses que celles de la cocaïne et de l'héroïne, mais aussi, et c'est beaucoup moins connu, que celles de l'alcool et du tabac. Dans ma mémoire brouillard, je ne retrouve plus son prénom. Dans mes idées fumées, j'ai à peine son brouillon. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, sauf que j'y ai cru. Tellement fumé, tellement bu. L'oubli, ça te tient à toi. Des glaçons. Si toutes ces études montrent que le cannabis est la drogue la moins dangereuse, alors pourquoi reste-t-il interdit quand l'alcool et le tabac, eux, sont autorisés? La question dérange, mais elle est légitime, d'autant que ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire d'une interdiction nous est racontée par Malek Sahraoui. En l'année 1800, au cours de sa campagne d'Égypte, le général Bonaparte se découvre un nouvel ennemi, le cannabis. En fumant cette herbe, les hommes sont pris d'une étonnante ivresse. En Égypte, Napoléon en proscrit la vente et l'usage. C'est la première réglementation occidentale sur le cannabis. L'ordonnance promet 3 mois de prison aux producteurs et aux propriétaires de fumoirs. Ironie de l'histoire, les troupes de Bonaparte vont rapporter en France du cannabis et le rendre populaire. Aymon de l'Étrange est historien et collectionneur. Pas un article, pas une affiche concernant les psychotropes ne passe au travers de ses mailles. Sa bibliothèque recèle toutes les études sur le cannabis publiées au retour d'Égypte. Elles sont nombreuses. À l'époque, le sujet passionne les salons parisiens et les laboratoires. Le cannabis semble prometteur pour soigner les pathologies mentales. Parmi les chercheurs subjugués par ses vertus, 2 médecins. Les docteurs Robert Roche et Moreau de Tours
donc enthousiasmés par les vertus de cette plante qu'ils ont testée sur eux, décident d'en faire connaître les délices à leurs amis. Pour ce faire, ils créent un club des Achichins qui se tiendra